Il y a une quinzaine d'années, on a envoyé des êtres vivants au contact du vide de l'espace. Et ils ont survécu. 12 ans plus tard, une sonde, transportant la même espèce, s'écrase involontairement à la surface de la Lune, et ils ont aussi survécu. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire récente de l'exploration spatiale savent de quoi je parle. Les tardigrades. Leur couverture médiatique est très importante, puisque les tardigrades, ces micro-organismes plus petits qu'un grain de sel, sont réputés pour être la seule espèce capable de vivre au contact du vide spatial. Sauf que c'est faux. Enfin, pas exactement en fait. Mais avant de parler de ça, une question se pose. Comment réagissons-nous au contact du vide spatial ? Bon, évidemment, c'est une expérience que je vous déconseille fortement, tant elle est particulièrement stupide et surtout dangereuse, puisqu'elle provoque, en l'espace de quelques secondes, l'arrêt du fonctionnement de votre cerveau. C'est pas la meilleure idée qui soit. La fiction a souvent représenté cela sous diverses formes, comme le sang qui bout instantanément, ou bien la caboche en 1000 morceaux. La réalité est toutefois un petit peu plus complexe, même si l'idée paraît viable, car moins la pression atmosphérique est importante, plus le point d'ébullition des éléments et molécules est froid. Le corps est un système complexe, mais surtout fermé. Les organes ne sont pas directement au contact du vide spatial. Les liquides qu'il y a dans votre corps, comme l'eau ou le sang, ne vont pas spontanément se mettre à bouillir. Sauf aux yeux. Les yeux, ça va faire bobo. En revanche, l'air contenu dans vos poumons, dans votre œsophage, dans votre bouche, dans votre nez ou dans vos intestins va immédiatement se barrer à cause de la différence monumentale de pression. Et je vous parle même pas de vos tympans. Sans dioxygène, le cerveau s'arrête rapidement de fonctionner, votre cœur arrête de battre et vous vous évanouissez en l'espace de quelques dizaines de secondes. Et oui, c'est plutôt brutal. Bon, ça c'est pour les êtres humains. Mais qu'en est-il des autres êtres vivants ? Des bactéries, des micro-organismes ou des extrémophiles ? Il existe des millions de types de bactéries différentes, sans compter les micro-organismes, qui peuvent être beaucoup plus résistants en tout point, tant qu'il y a de l'eau dans les parages. L'eau est le point commun essentiel au bon fonctionnement des bactéries, peu importe l'environnement dans lequel elles se trouvent. Les tardigrades ne sont pas des bactéries, ce sont des minuscules animaux qui ne mesurent que quelques dizaines de micromètres tout au plus, quelques millimètres pour les plus gros. Et ils sont reconnus pour s'adapter, tant bien que mal, à des conditions jugées très extrêmes. Par exemple, juste pour tester, on en a fait plonger certains dans de l'azote liquide à moins 272 degrés, soit 1 degré au-dessus du zéro absolu. Et ils ont survécu. C'est pas mal, et dans les zones volcaniques, ils peuvent endurer des températures allant jusqu'à 150 degrés. Ils sont aussi capables de vivre au milieu de pressions infernales, la limite étant aux environs de 600 mégapascales, soit l'équivalent des fonds d'un océan profond de 60 km. Et c'est sans compter leur farouche résistance à certains rayonnements. Voyez-vous, une radioactivité excessive peut provoquer chez l'être humain le syndrome d'irradiation aiguë, qui détruit votre organisme en l'espace de quelques jours. Avec des doses similaires, l'ADN et le code génétique d'un tardigrade n'est même pas un tant soit peu abîmé ou altéré. Mais là où ces petits extrémophiles surprennent le plus, c'est par leur capacité à résister à l'absence quasi totale d'une quelconque pression atmosphérique. Quand je dis quasi, je parle du vide spatial en orbite autour de la Terre, soit quelques milliers d'atomes par centimètre cube seulement. Et c'est là où une confusion se crée. Voyez-vous, on rétorque souvent que les tardigrades peuvent vivre dans l'espace. Mais c'est faux. Aucun organisme vivant n'est conçu pour vivre dans des conditions qui sont totalement absentes de son environnement d'origine. Le vide spatial, il n'y en a pas sur le plancher des vaches. Alors pourquoi dit-on quand même cela ? Eh bien, il faut savoir que ce genre d'animaux, ce genre d'extrémophiles, vivent dans de l'eau. Privez-leur de leur atout précieux et ils se dessèchent. Lorsque c'est le cas, les tardigrades se compriment sur eux-mêmes, et le dessèchement est tellement efficace que leur organisme se met en pause. On appelle ce phénomène la cryptobiose.
Dans cette période de stase un peu bizarre, ils sont capables de rester pendant plusieurs décennies dans des milieux hostiles, comme des poches de glace au fin fond de l'Antarctique. C'est d'ailleurs de cette manière que des géologues japonais les ont découverts pour la première fois dans les années 80. Mais pour en avoir le cœur net, il faut faire des expériences. Et quoi de mieux que d'avoir une collaboration internationale entre l'ESA, la NASA et Roscosmos. Les trois agences ont mis en place un programme lancé par le Ames Research Center de la NASA, ainsi que l'Université de l'État du Montana. Et oui, ça fait beaucoup de monde. En septembre 2007, à la base de Baïkonour au Kazakhstan, le lanceur Soyouz U-14 emporte avec lui la petite sonde Photon M3. L'objectif était d'envoyer un nombre conséquent d'espèces en orbite, comme des geckos, des escargots et logiquement une petite colonie de tardigrades. Le but était de les exposer au vide spatial et de comprendre comment leur organisme réagit dans des conditions aussi hostiles. La sonde Photon M3 restera en orbite autour de notre planète une bonne douzaine de jours avant de rallumer ses moteurs pour freiner, retomber dans l'atmosphère et être récupérée le 26 septembre 2017 dans les terres kazakhes. Et tous les cobayes seront analysés. La majorité des expériences ont été pilotées depuis le centre d'opération de l'Agence spatiale européenne de charge utile à Kiruna en Suède. Et oui, la Suède est un contributeur de l'ESA. Et parmi les cobayes, une poignée d'entre eux ont eu droit à une exposition directe au vide de l'espace, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. En fait, il n'y a pas que le vide spatial pour vérifier les capacités surprenantes de la cryptobiose. Il y a aussi les rayonnements cosmiques. Mais pour ce qui est du vide en lui-même, le résultat est sans appel. Les tardigrades peuvent aisément s'adapter dans le vide de l'espace avec une facilité déconcertante. Ce dessèchement permet d'avoir des conditions similaires à une sorte de stase, un petit peu comme dans les films de science-fiction. Leur organisme est littéralement mis en pause, même si bon, ils ne peuvent pas se mouvoir ou se déplacer, ils peuvent juste endurer et attendre. En revanche, le plus gros obstacle est sans aucun doute les rayonnements cosmiques. Et sans l'aide de notre bonne vieille atmosphère terrestre, la tâche s'avère être plus compliquée. L'étude qui a suivi la mission de Photon M3 a révélé que pour le groupe de tardigrades qui a été longuement exposé au vide et au rayonnement, donc lorsque la capsule était directement éclairée par le soleil, la cryptobiose s'avère être beaucoup moins efficace. Les radiations provoquées par les ultraviolets et les rayons X ont eu un effet négatif sur la survie. Les tardigrades ont quand même reçu un impact médiatique de plus en plus élevé à partir des années 2010, et en particulier sur Internet. Mais je tiens quand même à le rappeler, encore une fois, qu'aucun organisme vivant n'est conçu pour vivre dans l'espace. Les tardigrades ne font que survivre. Pire, ils mettent leur organisme en pause avec la cryptobiose. Et oui, nous sommes conçus pour vivre sur Terre avec sa pression atmosphérique, son environnement naturel, son dioxygène et son diazote, ainsi que sa pesanteur adéquate, la bonne pression, etc. Cette expérience a aussi montré que le danger que représente une exposition partielle ou complète avec l'absence de pression atmosphérique n'est pas moins dangereuse que les rayonnements cosmiques ionisants que l'on trouve un peu partout dans l'espace, qu'ils viennent du Soleil ou bien du cosmos lointain. Le vide interplanétaire est de très loin le milieu le plus hostile à la vie telle que nous la connaissons. En avril 2019, un fonds d'investissement israélien privé a lancé une sonde nommée Bereshit, ou plutôt un atterrisseur lunaire, qui avait pour but de se poser à la surface de notre satellite pour faire des expériences sur les perturbations magnétiques de notre voisine. Et pour l'occasion, ils ont emmené des tardigrades pour vérifier leur capacité à survivre non seulement à nouveau dans le vide spatial, mais également à réagir aux perturbations magnétiques. Mais à la suite d'une erreur informatique, l'atterrisseur, ou plutôt l'alunisseur, ne réussit pas à décélérer et s'écrase à la surface de la Lune. La mission est un échec avant même d'avoir pleinement démarré. Les ingénieurs ont cependant estimé que, malgré le crash, si jamais les tardigrades étaient directement exposés au vide de l'espace, ils pourraient alors survivre. Mais bon, on a quand même des doutes, parce que sur la Lune,
les radiations sont beaucoup plus fortes que sur Terre. Il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas d'atmosphère. Le syndrome d'irradiation aiguë va plus vite que l'éclair pour un être humain. Pas sûr donc que les tardigrades puissent activer leur cryptobiose aussi bien que si c'était simplement dans l'espace, mais protégés des rayonnements cosmiques, c'est-à-dire dans l'ombre de la Terre. Cependant, en novembre 1969, les astronautes Alan Bean et Pete Conrad de la mission Apollo 12 ont ramené des fossiles de bactéries qui ont survécu à la surface de la Lune après avoir été malencontreusement emmenés par l'atterrisseur Surveyor 3, dont l'équipage avait pour mission de se poser juste à côté. Peut-être qu'un jour, nous réussirons à envoyer un robot sur les lieux du crash de Bereshit, et capable de déterminer si oui ou non, les tardigrades ont survécu non seulement à la catastrophe, mais aussi aux conditions extrêmes de la surface de notre satellite. En attendant, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur le halo galactique autour d'Andromède. Et puis aussi vous abonner à la chaîne YouTube, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. Allez, à la prochaine!